Tout d'abord, je voudrais commencer par une petite précision sur l'expression observation de la Terre. Ce terme regroupe une très grande famille de satellites, dont les satellites imageurs eux-mêmes, que l'on appelle aussi satellites de télédétection, mais également beaucoup d'autres capteurs comme des sondeurs, des altimètres, des magnétomètres, des diffusiomètres. Et ça inclut également l'ensemble des satellites météo, qu'ils soient géostationnaires ou défilants. Tous ces systèmes permettent d'observer la Terre sous toutes ses coutures, que ce soit pour étudier la végétation, la biosphère, l'atmosphère, les océans, la glace, les forêts, le climat, le champ magnétique, la gravité, etc., etc. Comme vous le voyez, beaucoup de ces satellites ont essentiellement un usage scientifique dont les données doivent être assimilées dans des modèles pour être analysées. En ce qui nous concerne et dans la suite des présentations, nous nous concentrerons sur l'imagerie spatiale, c'est-à-dire que nous nous intéresserons essentiellement aux satellites imageurs, qu'ils soient optiques ou radars. Commençons par un petit historique. Comme souvent dans les domaines hautement technologiques, l'observation spatiale a débuté avec les militaires. Les Russes et les Américains ont lancé très tôt, dès les années 50, des capsules puis des satellites à des fins d'espionnage ou de reconnaissance. Ce n'est qu'en 1972 qu'on voit apparaître le premier satellite civil, Landsat, qui est un programme américain qui se poursuit encore aujourd'hui avec Landsat 8. Il s'agit d'une famille de satellites optiques avec une résolution de l'ordre de 20 mètres et dont les images sont totalement gratuites. Le premier satellite imageur radar a été lancé lui en 1978, toujours par les Américains. Il s'agit de CISAT qui était dédié à l'étude des océans. Les Français ne sont pas en reste et démarrent le programme SPOT avec le lancement de SPOT 1 dès 1986, suivi de près par les Russes et leur famille de satellites Almaz. On voit ensuite apparaître le système RadarSat des Canadiens, le programme IKONOS des Américains, les satellites TerraSat X et TandemX des Allemands, la famille de 4 satellites Cosmos Skymed des Italiens à très haute résolution et à usage dual, c'est-à-dire civil et militaire. En fait, Cosmos Skymed est la composante radar d'une coopération franco-italienne, dont Pléiade est la composante optique, également duale. Arrivent enfin les satellites de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui, après avoir lancé ERS-1, ERS-2 et Envisat, a mis en place le programme Copernicus avec sa famille de satellites Sentinel. Mais tout ceci n'est qu'un petit aperçu des satellites qui existent. En réalité, plus d'une centaine de satellites imageurs civils ont été lancés à ce jour. Et cela va encore augmenter considérablement avec l'arrivée des constellations qu'on nous promet pour très bientôt. Très rapidement, quelques illustrations pour vous mettre en appétit. Tout d'abord une image Pléiade qui n'est pas prise à la verticale de façon à bien voir les bâtiments. Ici donc à Dubaï, la tour Burj Khalifa. Ensuite une image du satellite coréen COMBSAT-2 au-dessus de l'Espagne, où l'on distingue clairement le parcellaire agricole ainsi que le système d'irrigation circulaire. Ici une image radar du satellite Envisat, où l'on voit bien la banquise en Arctique. Une autre image du satellite Envisat, mais en optique cette fois, au-dessus du désert du Tchad, où l'on distingue très clairement les structures géologiques. Une magnifique image du mont Fuji au Japon, prise par le satellite Cosmos Skymed, donc en radar. Une image du satellite Sentinel-2, au-dessus du désert de Namibie. On rappelle que Sentinel-2 a 10 mètres de résolution et 13 bandes spectrales. Voyons maintenant quels sont les avantages des satellites par rapport au système aéroporté ou les drones. Eh bien, nous en avons déjà parlé. L'intérêt principal du satellite est de pouvoir accéder en tout point du globe, rapidement, sans autorisation, et surtout avec une bonne réactivité et ou une bonne fréquence de revisite. La réactivité, c'est la durée qui s'écoule entre le moment où je décide de faire une acquisition et le moment où je l'ai sur mon bureau pour l'analyser. C'est particulièrement important dans le cas de catastrophes naturelles comme l'inondation illustrée ici. La sécurité civile peut ainsi disposer d'images en moins de 24 heures, voire parfois moins de 12 heures, sans nécessité de déploiement de drones ou d'avions. La fréquence de revisite, c'est le fait de pouvoir obtenir une image sur un site donné de façon régulière pour en faire un suivi dans le temps. C'est bien sûr très intéressant en agriculture, mais il y a bien d'autres usages comme le suivi des glaces, l'érosion côtière, la déforestation, etc. Enfin, des programmes spatiaux comme Landsat aux États-Unis ou Copernicus en Europe fournissent des images gratuites, ce qui est un avantage très important, voire primordial, pour un grand nombre d'applications opérationnelles. Les satellites ont bien entendu quelques limitations. La première est que l'observation n'est pas permanente.
Sauf pour les satellites géostationnaires, mais qui ont une très faible résolution de plusieurs kilomètres, les satellites imageurs ne passent que tous les 2 à 5 jours au-dessus du même lieu. Il faut donc des constellations pour avoir une meilleure réactivité et une meilleure couverture. Les satellites font également des images à heure fixe, en général entre 10h et 11h du matin pour les systèmes optiques, à 6h et à 18h pour les radars. Inutile de vous dire que ceux qui pratiquent des activités illégales et qui risqueraient d'être vus par satellite sont parfaitement au courant de ces horaires. Enfin, la couverture nuageuse pour l'optique est une très forte contrainte. En moyenne, seuls 20% des images sont exploitables. Pire, certaines zones ne sont quasiment jamais accessibles sans nuages. C'est le cas de la Guyane illustrée sur cette slide. Et nous sommes obligés de faire des mosaïques pour avoir des images couvrant toute la zone. La seconde limitation est la résolution, qui reste limitée comparée à celle des drones et des avions. Il existe bien entendu des satellites à très haute résolution, mais dont les images sont souvent trop onéreuses pour des activités commerciales. Cette planche illustre la diversité des capteurs et notamment la complémentarité qui existe entre les systèmes optiques et les systèmes radars. En optique, c'est l'image de droite. C'est un petit peu comme une photo, on distingue les formes, les couleurs et l'interprétation est naturelle. L'inconvénient des systèmes optiques, c'est la couverture nuageuse comme nous venons de le voir. En radar, c'est l'image de gauche. C'est un système tout temps qui permet de voir à travers les nuages et qui fonctionne la nuit. Les radars ont également une très bonne capacité de détection, notamment pour le suivi des navires et des icebergs, ce qui est utile pour la sécurité maritime. Inversement, ce sont des images plus difficiles à interpréter, qui sont très bruitées et qui présentent des déformations géométriques. Il faut donc être un petit peu spécialiste pour les exploiter au mieux. Enfin, un petit mot pour conclure et pour parler de l'évolution de l'usage des données spatiales. On peut faire un parallèle avec la musique, où, en quelques années, nous sommes passés du vinyle à Spotify. Je m'explique. Avant, pour écouter de la musique, on achetait les disques, les vinyles, qui étaient compliqués à manipuler et à stocker. Ensuite, il y a eu l'arrivée des CD, puis du format MP3, qui permettait de stocker des milliers de musiques sur un seul support, et surtout de les acheter en ligne. Enfin, aujourd'hui, on n'achète plus la musique, mais on l'écoute en streaming, voire même sous forme de radio thématique, en fonction des ambiances que l'on souhaite écouter. Pour l'image, il y a eu la même évolution. Avant les années 2000, on exploitait les images une par une sur une emprise donnée limitée par la taille de l'image. C'était cher, assez lourd à manipuler et il fallait des ordinateurs puissants. Aujourd'hui, on peut accéder directement, via un abonnement comme celui proposé par OneAtlas par exemple, à une couche image remise à jour régulièrement. On peut aussi y ajouter des objets en réalité augmentée, en 3D, comme cette image de la Tour Eiffel sur Google Maps par exemple. Enfin, demain, on consommera directement de l'information, dont les images ne seront qu'une des sources en entrée. Cela ouvre la porte à l'intelligence économique, telle que déjà proposée aujourd'hui par Orbital Insight, Descartes Labs, Kairos ou QuantCube.